Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. À une semaine des élections parlementaires européennes, nous continuons à recevoir les prétendants à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Nous recevons aujourd'hui la tête de liste de la gauche européenne, l'Espagnol Nico Cué, résident en Belgique. Alors, vous êtes déjà un Européen, ancien syndicaliste et ancien métallo. Alors, parmi les candidats déclarés, vous êtes l'unique représentant de la classe ouvrière. Et votre parcours, il s'inscrit dans une grande page de l'histoire européenne et de l'histoire des luttes du continent. Vous êtes né en Espagne, dans une famille de mineurs. Mais après les grandes grèves de l'année 62, votre famille doit fuir le régime franquiste. C'est alors que vous vous installez en Belgique. À l'âge adulte, eh bien, vous reprenez le flambeau, vous devenez métallo et très vite, vous devenez un militant syndical. Vous êtes maintenant en retraite. Auparavant, pendant 15 ans, vous avez occupé les plus hautes fonctions. Vous avez dirigé la Fédération des métallos de Wallonie-Bruxelles. Et vous entamez donc aujourd'hui une nouvelle carrière politique en vous présentant sur cette liste de la gauche radicale. Plus exactement, la gauche unitaire européenne, GUE, on dit. Monsieur Cué, jusqu'ici 52 députés sur 751. Et selon le dernier baromètre du Parlement, vous seriez en net recul. Alors, vous croyez pouvoir rattraper ce retard et jouer un rôle dans la prochaine mandature ? Petite précision, c'est le parti de la gauche européenne qui m'a proposé comme candidat à la présidence de la Commission européenne et non pas le groupe de la gauche européenne. Oui, c'est une volonté, c'est d'essayer de récupérer le retard qui nous est marqué par les différents sondages, mais en même temps, c'est une volonté de ramener à ce niveau de pouvoir un certain nombre de discours qui ne sont plus entendus par ce pouvoir. Lesquels ? Tout simplement, la vie quotidienne des gens. On est dans des discussions au niveau européen qui s'éloignent parfois très loin de la vie quotidienne des gens. Je prends un exemple. Tout ce qui est traités internationaux de commerce pose un problème aux citoyens puisqu'on est en train de rompre les standards de vie habituels des Européens, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'industrie. Il y a pas mal de sujets qui touchent au quotidien les citoyens européens. Alors, quels sont les thèmes que vous avez envie de défendre ? Parce que dans cette famille de la gauche radicale européenne, il y a beaucoup de chapelles et on s'y perd un peu. Comme vous l'avez expliqué, il y a ce groupe parlementaire gauche unitaire européenne, il y a le parti. Au sein du Parlement, le groupe fédère les Allemands de Die Linke, les Grecs de Syriza. En revanche, on ne retrouve pas les insoumis les insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont bien dans le groupe, mais on n'est pas sûr qu'ils y restent. Comment est-ce que vous allez recomposer toute cette famille ? Comment est-ce que vous allez vous rassembler après les élections ? Qui sera dedans et dehors ? Oui. Pour parler du groupe parlementaire, il a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une certaine solidarité dans la présence dans les commissions, les informations entre les différents groupes. C'est pour ça que tout le monde se met à l'intérieur de ce groupe parlementaire. Il faudra discuter après le 26, en fonction des rapports de force qu'il y aura et que les citoyens auront décidé, comment ce groupe parlementaire va fonctionner. Mais la forme dont il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, une forme assez confédérale, où chacun peut à un moment donné prendre ce qui est en commun, mais aussi défendre ce qui lui appartient, a bien fonctionné ces quelques années. Maintenant, autre chose, c'est le parti de la gauche européenne qui devra aussi discuter de quelle façon il voit ce groupe parlementaire et aussi voir le fonctionnement. Mais je pense que depuis quelques semaines... Mélenchon se s'entend plus très bien avec Syriza, qu'il juge beaucoup trop social-démocrate, etc. Enfin, on s'envoie finalement des invectives de part et d'autre sur qui est plus à gauche ou moins à gauche. Moi, je n'ai pas entendu Syriza envoyer des invectives vis-à-vis de Mélenchon, mais bon, ce sera des discussions. Vous avez entendu celle de Jean-Luc Mélenchon ? J'ai entendu celle de Jean-Luc Mélenchon, mais bon, c'est son droit. On verra le résultat des élections. On verra s'il peut former ou pas son groupe parlementaire à part. Il faut quand même une présence dans 7 pays, au moins 24 députés.
ce sera lui de décider s'il joue avec tout le monde ou s'il continue à jouer tout seul. Alors Emmanuel Macron a théorisé pour ces élections européennes un duel frontal progressiste contre populistes ou nationalistes, maintenant ils les appellent comme ça. Est-ce que vous réussissez, vous, la gauche unitaire, à exister dans ce match qui existe bien, on le voit bien dans certains pays, en particulier la France, mais aussi peut-être au niveau européen? Oui, mais il y a un certain nombre d'approches qui m'étonnent un petit peu. On a aussi le secrétaire général du Parti démocratique en Italie qui dit « Moi, je veux rassembler de Macron à Syriza, à Tsipras ». Moi, je crois qu'il faut être clair. Il y a à un moment donné des choix à faire au niveau européen. On ne peut pas continuer comme ça. On voit bien que l'Europe est en train de se décomposer petit à petit. Brexit, augmentation des groupes d'extrême droite et même prise de pouvoir quand on voit ce qui se passe en Italie. Il faut à un moment donné clarifier où on est pour une Europe avec les gens, avec les citoyens, où on est avec une Europe des marchés. Et je vois la différence entre un monsieur Macron qui est en train quand même de démanteler un petit peu l'État social et M. Tsipras qui, lui, est en train de le reconstruire justement parce qu'on l'a démantelé. Et donc, à un moment donné, il faudra choisir. On ne peut pas faire des fronts aussi larges sans avoir un programme qui définisse clairement ce qu'on veut faire avec l'Europe. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu où vous vous situez dans cette famille protéiforme de la gauche européenne? En France, il y a beaucoup de listes qui se réclament de la gauche. Alors, parmi les plus radicaux, on a donc les Insoumis avec Manon Aubry, on a aussi les communistes de Yann Brossat. De qui vous vous sentez le plus proche? De Yann Brossat, c'est celui qui fait partie du Parti de la gauche européenne et je trouve qu'il mène une campagne assez claire, assez précise, avec beaucoup de talent. Donc il y a de la biodiversité à gauche, peut-être un peu plus qu'il n'en faut, mais je pense qu'après les élections, il faudra quand même qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on arrête un peu de faire le ridicule et de se rassembler. Face à nous, il y aura presque une centaine de députés d'extrême droite. Et donc, c'est surtout vis-à-vis d'eux qu'il faut essayer de se rassembler et faire un front le plus large progressiste. Mais je reste très précis sur le fait où on choisit le marché, où on choisit les gens. Et là, ce sera une ligne de rupture parce qu'on ne peut pas continuer avec cette Europe comme ça. Alors, justement, en tant que future tête de la Commission, parce que c'est pour ça que vous concourez finalement, quelle idée phare? Vous parlez de ne pas être pour le marché, mais ce n'est pas très concret. Très concrètement, quelle idée phare vous défendez? Sur les questions industrielles, on a quand même en Europe 3 beaux projets industriels qu'on a menés. Dont le dernier, c'est François Mitterrand avec Galileo, où on a pu créer une vision industrielle dans l'intérêt de l'ensemble de la population européenne, mais aussi que le travail se fasse à l'intérieur des frontières européennes. Il y a Airbus. On a l'air d'avoir oublié que Airbus, c'est une initiative publique européenne. Et donc, on pourrait multiplier les exemples d'initiatives d'industrialisation qui viennent du public et non pas du privé. Alors, on a aujourd'hui un ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, et puis un Allemand, Peter Altmaier, qui appelle à une industrie européenne. Est-ce que vous, finalement, vous souscrivez à leur projet? Finalement, vous êtes assez proche Absolument de leur projet pas. En parlant d'Airbus. Non, j'ai lu leur communiqué commun et leurs perspectives. Ils restent sur cette notion de concurrence envers tout et contre nous, et contre tout. On ne peut pas continuer à faire de la concurrence parce que la concurrence nous amène en définitive à la guerre des uns contre les autres. Au niveau mondial, il y a une vraie concurrence entre les Chinois, les Américains. Commençons déjà par le marché intérieur européen. C'est 500 millions de consommateurs. 500 millions de consommateurs. Je crois qu'il faut à un moment donné bien mesurer les différentes étapes sur lesquelles on doit aller. Reconstituons l'industrie européenne. On a le défi climatique. On a des matériaux que le privé ne veut pas sortir parce que ce n'est pas rentable. Pourquoi est-ce que le public ne prendrait pas un certain nombre d'initiatives? Quand on a fait Airbus, tout le monde pensait que ce serait une catastrophe. Et pourtant, on a aujourd'hui une entreprise qui est la plus importante au monde. Alors, on va prendre un cas d'exemple, si vous le voulez bien, justement en France. Le groupe britannique de sidérurgie British Steel, repreneur fin mai de l'acierie à Ascoval, risque une possible faillite. British Steel mène d'ailleurs des négociations avec le gouvernement britannique pour obtenir un soutien financier. Beaucoup d'inquiétudes évidemment en France, au siège de l'entreprise. On regarde tout de suite ensemble ce reportage. Ils se pensaient sauvés, les voilà peut-être à nouveau menacés. Les difficultés annoncées de British Steel, le repreneur d'Ascoval, plongent les salariés du groupe en plein doute. Dans le Nord, les employés accusent le coup.
C'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas du tout envisagé. Et c'est même pire qu'un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar, on se réveille, on secoue et c'est reparti. Là, on est en train de se dire qu'on est en train de se faire sacrifier, quoi. Il y a tout juste 12 jours, l'offre de reprise de British Steel était validée. Le groupe britannique mettait 47,5 millions d'euros sur la table, tout comme les pouvoirs publics français pour reprendre Ascoval. Émus et soulagés, les 270 salariés se croyaient alors sauvés. Bruno Le Maire se félicitait de l'heureux dénouement. C'est une jolie fin. Et ça arrive suffisamment rarement pour que ce soit souligné. Les députés de l'opposition, de leur côté, estiment que le gouvernement a mal évalué la solidité du repreneur britannique. Comment a-t-il pu être jugé crédible si là on apprend des informations britanniques disant que le groupe serait au bord de la faillite? C'est une situation de crise comme celle-là, il faudra nationaliser temporairement le site. Dans un communiqué, British Steel l'affirme, il respectera tous ses engagements vis-à-vis d'Ascoval et promet d'apporter les fonds nécessaires en temps et en heure. De son côté, Bercy continue de soutenir le projet de reprise. Alors, est-ce qu'il faut sauver, Monsieur Coué, le dernier bastion français de la métallurgie? Vous êtes sensible à cette thématique, bien sûr, avec l'aide des Français, des Britanniques, de l'UE. Voilà, c'est la question qui se pose. Vous voyez, je viens de la sidérurgie. J'ai travaillé beaucoup pour les dossiers quand Mittal a repris Arcelor, qui a été une bataille assez gigantesque sur la sidérurgie au niveau européen. Et malheureusement, on n'a pas toujours les appuis publics nécessaires pour se défendre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ferme nos entreprises, les entreprises qui sont extrêmement intéressantes, parfois pour des questions financières, parfois pour des questions de pollution, mais on va faire exactement la même chose ailleurs. Quand on a fermé Florange et Liège, les hauts fourneaux, M. Mittal absolument a voulu fermer ces hauts fourneaux. Nous avions, nous, tous les syndicats, tous, proposé à Bruxelles de reprendre l'ensemble de ces sites parce que nous avions des produits assez intéressants à pouvoir mettre sur le marché. Exemple, une tôle d'acier qui n'est plus nécessaire de nettoyer. Imaginez-vous la quantité d'eau, si on ne doit plus nettoyer nos voitures, si on ne doit plus nettoyer nos électroménagers, etc., qu'on peut économiser, mais en même temps, tout ce qu'on ne rejette pas aux égouts comme détergent et ainsi de suite. Eh bien, non. On laisse faire le privé, on laisse faire soi-disant le marché, et puis alors on se tire une balle dans le pied par rapport à notre futur et par rapport à nos emplois. Il y a un SMIC au niveau national, au niveau de 22 pays sur 28. Vous êtes favorable à un SMIC européen? Je pense que là où il y a un SMIC intéressant, c'est plutôt dans les économies les plus fortes, quoi, hein. C'est ce qui permet, en tout cas, aux gens de vivre correctement et de pouvoir avoir un niveau, entre guillemets, de consommation. Je ne suis pas un fan de la consommation, mais en tout cas, la possibilité de vivre dignement, ce qui nous permettrait d'avoir un salaire minimum, c'est aussi de casser le dumping social sur les salaires. Parce qu'on parle d'immigration, mais on a 20 millions de personnes de l'Est qui sont venues vers l'Ouest sur ces 15 dernières années. La Hongrie est en train de se vider de sa population, la Roumanie est en train de se vider de sa population parce que leurs conditions de vie sont totalement insupportables. Et c'est pas ça l'idée et l'objectif de l'Europe. Alors vous plaidez, si vous n'opposez pas écologie et économie, non, vous plaidez pour une initiative forte de transition écologique. Mais pourquoi est-ce qu'on va voter pour vous, pour une initiative forte de transition écologique, plutôt que pour les Verts qui soutiennent cette seule idée depuis des décennies? Mais si vous voyez mes déclarations, je pense que j'ai dit clairement qu'avec les Verts, on devrait travailler beaucoup plus. Et surtout, pour que nous apprenions d'eux, mais qu'eux apprennent aussi de nous. Parce qu'il ne suffit pas de taxer le diesel, il ne suffit pas de taxer l'électricité pour faire en sorte que... Il faut faire quoi alors? Tout d'un coup, l'économie devienne verte. Mais il faut repenser... Parce que la taxation touche les plus faibles, quoi. Il faut faire attention parce qu'alors on désenchante les gens par rapport à l'Europe. Nico Coué, vous avez une idée bien précise pour faire de la transition écologique. Vous voulez donner un nouveau rôle à la Banque centrale européenne qui, pour l'instant, s'occupe uniquement du niveau de l'inflation. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Mais, très clairement, c'est là où il y a la rupture avec l'ancienne Europe. Je vais utiliser ce terme-là. C'est que la Banque centrale européenne a une telle indépendance et des objectifs très clairs et très précis qu'elle ne s'occupe pas de la vie au quotidien. Par contre, elle est capable de se passer les traités par-dessus la jambe quand il s'agit de sauver les banques. L'augmentation de la période où les banques peuvent déposer
leurs avoirs à la Banque centrale européenne et aussi, ils ont sorti monétairement, dire plus de 3 000 milliards ces 10 dernières années pour soutenir les banques. Il n'y a pas un euro qui est venu dans l'intérêt des citoyens. Parlons à un moment d'un homme que vous aimez pas trop, j'imagine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il a été d'ailleurs suspendu du Parti populaire européen pour avoir justement tenu des propos plutôt europhobes. Et il était pourtant reçu cette semaine à Washington, où il a reçu un soutien appuyé de Donald Trump. Vous pensez que c'est de l'ingérence américaine dans la campagne, vous diriez ça ? Je ne sais pas, je ne le mesure pas. Enfin, moi, personnellement, je ne le mesure pas. Mais par contre, ce que je mesure, c'est un peu l'hypocrisie qu'il y a au Parti populaire européen, quoi, hein. C'est parce que personne ne sait s'il a vraiment été suspendu, puisqu'il continue à aller au sommet, il continue à aller discuter à un certain nombre d'endroits. Donc, il a été suspendu, il n'a pas été suspendu. Je crois que pour l'ensemble de la montée de l'extrême droite, puisqu'il y a eu aussi toute une série de rencontres entre Orban, Salvini, Marine Le Pen, pour toute une série de personnes comme ça qui sont en train de mettre vraiment en danger le projet européen et le fait de vivre harmonieusement entre citoyens au niveau européen, il me semble qu'il faut qu'on ait un front relativement large aussi en opposition à cette coalition qui risque de se mettre en place. Merci d'avoir été notre invité, Nico Coué, donc tête de liste européenne pour la gauche unitaire. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou bien sur France 24. Regardez la météo avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée.